Donc, on va passer à la prochaine conférence qui s'intitule « Quelle que soit la technologie, il ne peut y avoir de transformation sans intervention humaine ». Donc, pour cela, j'invite les participants du panel à monter sur la scène, à commencer par Marc Parenteau, PDG et cofondateur de Heidi, qui sera le modérateur du panel. Bonjour Marc. Enchanté. Enchanté. Merci d'ailleurs pour ta fidélité. Ça fait la 8e fois que tu viens participer au Grand Mathimathèque. On est très heureux que tu sois parmi nous chaque année. Toujours un plaisir. Parfait. Ensuite, j'appelle Stéphanie Pelletier, vice-présidente principale aux finances au Fonds immobilier de solidarité FTQ. Bonjour Stéphanie, enchantée. Enfin, Jonathan Saint-Jean, directeur du service de la planification et des projets immobiliers à l'UQAM. Bienvenue Jonathan, prenez place. Et Francis Luneau, adjoint au directeur des services techniques et logistiques au bureau de projet du CI3S de l'Abitibi-Témiscamingue. Je vous souhaite un très bon panel, bonne discussion. Merci beaucoup Louise. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce panel. Très content de pouvoir vous parler aujourd'hui. On va parler d'humain pendant ce panel-là. Je vais commencer par remercier aussi Batimatech. Effectivement, je suis un fidèle. On est dans la première édition, puis toujours très heureux d'être là, puis de voir l'événement qui grandit et qui grandit d'année en année, puis d'avoir une aussi belle population là, qui participe chaque année. Merci à Batimatech pour cette belle occasion. Je commençais par me présenter. Donc, je suis Marc Parenteau, je suis le président puis cofondateur de Heidi. Heidi, c'est un logiciel de gestion de projet de construction pour les donneurs d'ouvrages. Donc, ce que l'on fait tous les jours, finalement, c'est qu'on aide les donneurs d'ouvrages publics et privés, donc des villes, des hôpitaux, des universités, toutes sortes d'organisations, finalement, à gérer leurs projets, leurs programmes, puis leur portefeuille de projets. C'est qu'à travers la plateforme, on va gérer toutes sortes d'éléments. Donc, on va les budgets, les financements, les échéanciers, les risques, les contrats, les ordres de changement, le suivi de chantier. Donc, tous ces éléments-là. Donc, c'est quand même des implantations d'envergure qu'on réalise. On comprend que c'est quand même des organisations très grandes, avec déjà des processus implantés qui fonctionnent depuis des années, qui construisent, qui ne nous ont pas attendus pour ça, on s'entend. Puis, donc, c'est quand même des implantations majeures, d'envergure, qui vont durer quand même longtemps. Okay, puis là, on s'aperçoit qu'on vient toucher à énormément d'équipes, énormément de processus, énormément de façons de faire qui sont déjà établies dans l'organisation. Et donc, l'humain est fortement mis à partie et garant du succès, finalement, des implantations en termes de technologie. Donc, quand on arrive avec une nouvelle technologie dans ce sens-là. Pour parler de ce vaste sujet aujourd'hui, là, au niveau de l'humain, finalement, au niveau comme pivot de la transformation numérique, on a la chance d'avoir avec nous donc 3 experts dans leur domaine et qui ont tous piloté en fait des projets de transformation numérique dans leur organisation. Donc, ils ont piloté ces projets-là. On parle vraiment de pilotage là, dans ce cas-là. C'est comme faut y aller à bras. Qui ont quand même mené des projets d'envergure à ce niveau-là. Je vais laisser se présenter. Je vais commencer par Stéphanie, si tu veux te présenter. Oui, bonjour. Stéphanie Pelletier, vice-présidente principale aux finances au Fonds immobilier de solidarité FTQ. Ça fait un peu plus de 5 ans que je suis en immobilier où on implante un logiciel à travers toute l'organisation du Fonds immobilier et également en lien avec nos partenaires avec qui on fait des projets partout au Québec. Mais auparavant, j'ai aussi été dans les banques où on a aussi transformé des systèmes un petit peu archaïques d'écran vert et de AS400. Et j'ai été CFO d'une PME qui a fait de la croissance jusqu'au-dessus de 100 millions de revenus. Alors, différents styles de projets, taille d'organisation qui m'ont permis de voir l'importance du lien entre la technologie et l'humain. Parfait. Merci Stéphanie de te joindre à nous aujourd'hui. Jonathan? Bonjour, Jonathan Saint-Jean, directeur du service de la planification et projets immobiliers à l'UQAM. À l'UQAM depuis 2011, dans le milieu du bâtiment depuis plus de 20 ans. Évidemment, dans le concours de mon travail, je suis appelé à gérer différents types de technologies. Donc, ça va me faire plaisir de vous faire part de mes observations aujourd'hui. Parfait. Merci, Jonathan. Francis? Oui, bonjour. Francis Luneau, adjoint à la direction des services techniques et logistiques pour le Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça fait 18 ans que je suis dans le réseau de la santé. D'abord, j'ai travaillé comme technicien en bâtiment, puis par la suite en gestion de projet, en gestion. Puis là, mon rôle, je suis responsable du bureau de projet immobilier puis de la planification immobilière.
Au niveau des technologies, le réseau de la santé, nous, on utilise des fax, Marc, des télécopieurs. Exact. C'est Les ce genre de pagettes, technologie-là les pagettes, puis les oui, fax, oui, ouais. c'est ça, hein, c'est ce qu'on Exact. parle. Non, c'est ça, on a intégré une plateforme là, de gestion de projet là, dans notre secteur. C'est l'expérience principale que je vais partager. Excellent. Écoutez, merci encore une fois de votre participation aujourd'hui. Donc, vous voyez différents parcours, différentes industries, différents types de logiciels, mais je pense des enjeux aussi qui sont communs. Et je vous dis, prenez des notes aujourd'hui, vous allez en apprendre. Il y a beaucoup de partage d'expériences aussi. J'ai envie de commencer par la première question pour vous. Là, on va parler donc d'implantation de technologies, puis quand il s'agit en fait de commencer vraiment le projet, donc même en amont de la réflexion, de l'implantation de nouvelles technologies. Comment est-ce qu'on devrait se préparer avant d'intégrer? Donc avant de se lancer, mettons, dans l'acquisition, puis de dire, OK, je me réveille un lundi matin, puis go, j'implante un nouveau logiciel. C'est quoi, par exemple, les prérequis obligatoires pour bien préparer cette implantation-là? On va commencer par toi, Jonathan, si tu veux nous partager ton expérience là-dessus. Oui, parfait. Bien, en fait, pour commencer, je pense qu'il faut se questionner quel est notre besoin, hein? Comment on veut cheminer dans la technologie. Par la suite, bien, on peut aussi établir notre plan d'action pour un peu voir ce qui se fait sur le marché. Nous, dans notre cas, comme institution publique, on a fait un appel d'intérêt auprès de différents fournisseurs sur le marché pour voir ce qui se faisait dans le domaine de la technologie, un peu comme mon collègue ici. On était dans l'implantation d'un logiciel de gestion de projet. Puis, l'appel d'intérêt a été vraiment un élément fort dans notre processus. Ça nous a permis, entre autres, de voir ce qui se faisait sur le marché, les points forts, les points plus faibles, les points qui étaient vraiment importants pour nous. On a aussi cru bon en amont, nous, de travailler sur nos processus. Quels étaient les points forts dans nos processus? Faire la cartographie de nos processus aussi, c'est quelque chose qui est important d'entrée de jeu. Puis, une chose que je dirais peut-être pour terminer, là, c'est vraiment l'implication des gens dès le départ. S'assurer d'avoir des bonnes personnes, cibler nos leaders. Et nous, on a mis sur pied une équipe d'ambassadeurs pour embarquer dans le projet avec nous. Donc, dès le départ, on avait l'adhésion de l'équipe, puis on a réussi à cheminer dans le projet favorablement avec ça. OK. Fait que c'est comme trois éléments fondateurs là au début. Tu parlais donc d'impliquer les équipes dès le démarrage, puis de leur communiquer, je pense, beaucoup aussi en amont du projet pour s'assurer de leur implication aussi. C'est sûr, trouver des ambassadeurs, on appelle ça des champions aussi, là, de trouver des bonnes personnes qui vont être capables de porter le projet aussi. Deuxième point, je pense que tu ramenais, c'est l'avis d'appel d'intérêt. Je pense aussi c'est un élément important d'aller sonder le marché finalement, voir ce qui existe. Puis je pense que c'est une bonne partie pour voir l'innovation aussi, pour dire on veut voir ce qui se passe actuellement sur le marché. Puis les technologies, on s'entend, ça va quand même vite. Je trouve que c'est un deuxième aspect vraiment important. Puis le troisième, c'est toi, tu as travaillé sur tes processus aussi en amont. Autrement dit, pour dire on se questionne sur comment est-ce qu'on fonctionne avant d'intégrer les technologies. Fait que je pense que ça aussi, c'est un élément important. Puis je pense que Francis, toi, tu as eu une approche un peu différente pour ça. Oui, bien, effectivement, pour ce qui concerne les processus, nous, on s'est plutôt servi de l'implantation pour améliorer nos processus, puis les recadrer, puis les finaliser. Donc, on a plutôt procédé peut-être par itération, puis on en a profité pour justement mettre à jour nos procédures, nos processus, clarifier, revenir sur notre cycle de vie de projet, puis revoir là, les étapes plus clairement là, pour procéder. OK. Donc on voit deux approches. Oui, ouais, fait que c'est ça. On s'est comme servi du momentum qui a été créé par le changement pour améliorer nos processus. Je comprends. C'est comme un peu deux approches ici qu'on voit là. C'est comme un peu, je travaille mes processus en amont, puis je vais intégrer la technologie après, ou j'intègre la technologie, puis en même temps, je vois c'est quoi les processus qui sont impactés, puis on s'améliore donc de manière peut-être plus itérative. Question pour vous deux, si jamais vous aviez à refaire une nouvelle implantation de ce type-là, est-ce que vous prendriez la même approche, ou c'est quoi votre retour d'expérience par rapport à ça? Oui, moi, je pense que ça a bien été. De toute façon, nous, on est des très petites équipes. Là. Donc, on n'a peut-être pas nécessairement la capacité là, de mandater des responsables de projet d'implantation ou des choses comme ça. Donc, en quelque part, on n'avait peut-être pas trop le choix d'y aller par petites bouchées, puis de procéder par phase, là, puis progressivement. OK. Toi, Jonathan? Oui, je pense que l'approche qu'on a utilisée a été une bonne approche. Je dirais qu'il ne faut pas sous-estimer le temps d'associer à l'implantation d'une nouvelle technologie, une nouvelle plateforme. Souvent, on va avoir tendance de dire oui, ça se fait facilement, on a vu nos collègues le faire, mais avec ce qu'on vit aujourd'hui, le roulement du personnel, on va en parler aussi
c'est un des sujets qui est à discuter. Je vous dirais, prévoyez plus de temps qu'il n'y a pas assez. Ouais, effectivement, un bon point. Ça se fait pas en criant ciseaux non plus. Là, ça prend un peu plus de temps. Puis là, on commence à aborder les sujets aussi au niveau des ressources. Donc, si on migre un peu maintenant sur le préparation avant projet, puis là, on arrive en cours d'implantation. C'est quoi les types d'enjeux que vous avez? On s'entend, c'est pas une promenade dans le parc non plus. Là, fait qu'il y a certains enjeux aussi au niveau de l'implantation de telles solutions. Fait que c'est quoi, mettons, les principaux enjeux ou qu'est-ce que vous avez rencontré justement pendant ces implantations-là? Stéphanie, si tu veux nous partager. Bien, je pense que l'enjeu de budget puis de ressources, là, faut pas négliger que dans la vraie vie, même si on veut documenter tous nos processus avant de commencer, puis on veut tout faire ça dans les règles de l'art, la business continue de rouler et elle doit continuer de rouler. Puis, ça va arriver que les ressources qui sont, en théorie, affectées au projet sont aspirées dans les priorités quotidiennes. Puis le temps, c'est de l'argent. Fait que ça veut dire que le projet, il va décaler, l'échéancier va peut-être s'éterniser. Puis une des choses que moi j'ai remarqué en termes de ressources, c'est que justement, quand on veut essayer de faire certaines économies qui finissent par être des économies de bout de chandelle, on pense vraiment qu'on va économiser, là. Mais s'il n'y a pas de personnes entre le logiciel, donc le fournisseur du logiciel, les gens qui sont peut-être un petit peu plus techniques, qui parlent le langage des TI, puis les gens d'affaires qui comprennent comment ça se passe dans le quotidien aujourd'hui, puis comment ils aimeraient que ça se passe demain, ou peut-être qu'ils ne savent même pas comment ça pourrait se passer demain, ils ne connaissent pas le logiciel, ça va prendre quelqu'un entre les deux, un intermédiaire. Puis souvent, on se dit, ah ben non, nous autres, notre projet est trop petit. On n'a pas besoin de ça. Ça va coûter trop cher là, de prendre un consultant. Puis on n'a pas besoin d'avoir énormément de gens, là, mais ça prend quelqu'un qui parle les deux langues, parce que c'est vraiment deux langues. Ça prend quelqu'un qui comprend la business, mais qui peut expliquer ça après de façon plus technique à quelqu'un qui est TI. Ça prend quelqu'un qui comprend les enjeux techniques TI, puis qui va expliquer ça aux gens d'affaires pour qu'ils comprennent que non, là, ça c'est pas comme ça que ça va se faire dans le logiciel. Donc, ça prend le lien entre les deux, bien se staffer, penser qu'il va y avoir du roulement de personnel, il va y avoir des embûches. C'est un projet, là. C'est comme dans n'importe quel projet. Ça ne se passe pas comme on a planifié. Il faut planifier. Mais ça ne va peut-être pas se passer exactement comme on pensait. Ce que tu veux dire, c'est qu'éventuellement, tu peux avoir des dépassements de coûts puis des dépassements de délais. Ben voyons, ça n'arrive jamais, ça. Comme dans les projets de construction. En tout cas, pas chez nous, là, juste ailleurs. Non, c'est ça, c'est un mythe. C'est un mythe, apparemment. C'est un mythe. Non, mais effectivement, en fait, là où tu es on time, on budget, puis même below budget, où tu arrives avant ton échéancier, là, il y a tout le temps les mêmes choses. Il y a du bon monde, les bonnes personnes dans les bonnes chaises, il y a des gens qui sont dédiés. On l'a essayé là, tellement de fois de dire oh, toi, là, tu vas faire ta job que tu faisais, là, puis ça va représenter 50 % de ton temps. Puis l'autre 50 % tu vas travailler sur le projet. Ça va marcher, là. Tu vas voir, ça va être extraordinaire. On va bénéficier de ton expertise, là. Puis en plus, tu vas être un précurseur dans l'organisation du projet. Mais tu continues de faire ta job. Continue de faire ta job pareil. Continue de faire ta job pareil. Fait que fais de l'overtime, puis tutoie l'ouvrage, là. Tu sais, ça ne marchera pas. La personne est déchirée entre les priorités du quotidien qui doivent se faire quand même. Donc, dédier des ressources, puis d'avoir justement ce qu'on appelle un intégrateur, là, quelqu'un qui est entre les deux. Ces personnes-là, ils peuvent être 1, 2, 3, ils peuvent être beaucoup plus. Puis ils peuvent arriver justement quand on a besoin de ressources additionnelles pour éviter que le projet dérape puis prenne plus de temps. Là. Parfait. Fait que là, tu as vraiment une approche pour dire aussi, on ne lésine pas, on ne fait pas d'économie de bout de chandelle non plus quand il s'agit de bien sourcer pour garantir le succès du projet. Fait que ça va coûter plus cher au final. Tu sais, je suis une comptable. Moi, j'aime ça quand je suis aligner les chiffres. Aligner les chiffres. Mais c'est essayé plusieurs fois. J'ai parlé avec plusieurs personnes qui ont implanté d'autres logiciels. Ça revient tout le temps. Donc, très bon point. Très bon point. Francis, est-ce que toi, de ton côté, en cours d'implantation, c'est quoi les types d'enjeux aussi que tu avais rencontrés? Bien, ça revient un peu à ça. C'est dans le fond, c'est de considérer, de ne pas oublier de tenir compte justement des ressources informationnelles, des TI. Souvent, les plateformes, bon, on se dit, c'est info nuagique, on n'aura pas besoin. Puis comme tu sais, dans notre
comme j'ai expliqué tantôt, nous, on y a été de façon progressive, fait qu'on n'aura peut-être pas besoin d'intégrateurs, ou on va y aller avec notre capacité. Mais il faut vraiment faut vraiment inclure les responsables TI dans le dossier. Ça peut être au niveau juste de la sécurité. Hein, c'est quoi les paramètres de sécurité pour le logiciel, la plateforme qui devront être mis contractuellement, puis qu'est-ce que ça implique au niveau des risques de sécurité. Donc, pas oublier d'inclure assez tôt, le plus tôt possible, les TI dans notre cas. OK. Donc, sécurité, tout ce qui concerne la sécurité des données, sécurité des protections personnelles, je pense que c'est comme des sujets d'actualité aussi. Donc, Oui, exactement. D'inclure ces personnes-là aussi en cours de projet, pas se faire bloquer après. Intéressant. Puis toi, Jonathan, est-ce que tu avais je pense qu'on parlait beaucoup de ressources aussi, hein, tu l'as abordé un peu tantôt. Effectivement, on est dans le même sens. La capacité des ressources, le roulement de personnel, on y est tous confrontés. Donc, je pense qu'il faut le prendre en compte. Puis, un peu comme Francis l'amenait, les technologies de l'information aussi font partie d'un projet, mais on n'a pas les gens des TI ne sont pas nécessairement des experts en bâtiment et vice-versa. Donc, on doit aussi travailler en équipe, ce qui amène différents enjeux. Puis, d'autant plus important, je dirais, là, on parlait d'impliquer des ambassadeurs, des champions dans l'équipe. Ça nous aide aussi à faire face au roulement de personnel qu'on peut vivre au quotidien. Le fait qu'il y ait plus qu'une personne qui peut être formée, puis formée aussi au fur et à mesure de l'avancement de l'implantation, je pense que c'est important. Exact. Je rebondirais là-dessus. C'est super important parce que même si tu te prends des consultants pour t'aider, ils vont partir éventuellement, à moins que tu les embauches à la fin de ton projet, là. Mais ça ne marche pas tout le temps comme ça. Donc, il faut que tu prévois d'avoir des personnes à l'interne qui sont impliquées. Puis, je reviens aussi sur l'échéancier. On parle de l'impact sur l'humain là, d'implanter des technologies. Quand le projet commence, tous ceux qui ont pas eu la chance de faire des projets informatiques dans leur vie, ils croient, le fournisseur de logiciels, que ça va prendre 6 mois, puis que ça va être fini, puis que ça va être merveilleux. Là. Puis au bout de 6 mois, là, on va aller live, puis que la journée du go live, là, tout va marcher parfaitement. Bon. Nous, c'est comme ça qu'on procède. Ça, on vit dans un monde de licorne. Non, mais pas chez vous, là. mais je fais des blagues, là, je rends ça un petit peu plus imagé. Là. On n'est pas dans un monde de licorne. Là. Tout le monde le sait, mais c'est une chose de le savoir, mais de le vivre. Tu sais, quand le projet que tu pensais, toi, dans ta tête, ça se pouvait que ça se fasse en 6 mois, là, tout d'un coup, ça fait 1 an et demi, là. Là, il y a de la fatigue. Là. Pourquoi qu'on fait ça? On dépense donc bien d'argent, puis c'est-tu bon? Puis là, il y a une période là, où c'est très, très important d'être proche des gens puis d'avoir une stratégie de communication proche du terrain. Je le mentionnais en introduction, si on comprend, c'est des installations comme ça qui touchent profondément, c'est les cœurs de processus aussi à l'interne, qui va toucher différents services, différents secteurs à l'intérieur de l'organisation aussi. C'est des projets long terme. Donc effectivement, ce que tu ramènes aussi, Stéphanie, c'est de dire nécessairement, à un moment donné du projet, il y a de la fatigue qui s'installe, de dire qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on s'est rendu là, ça va durer encore combien de temps. Fait que la notion de proximité avec des équipes, de garder justement des champions motivés, d'organiser peut-être des cérémonies en cours de route de motivation, puis de rappeler les objectifs, les bénéfices qu'on cherche à obtenir, ça semble quand même vraiment important. Mais le fait de prévenir aussi en disant pas de cachette, il va y en avoir pendant la phase du projet, il va y avoir de la fatigue, il va y avoir du questionnement, mais ça aussi, ça se prépare. Ça fait penser justement aussi pour dire, c'est au final, on fait tout ça, on va chercher certains bénéfices, mais au final, mettons, pour le choix d'une organisation d'embarquer dans ce genre de projet, on comprend que c'est long, on comprend qu'il y a un budget aussi qui est associé à ça. Qu'est-ce qui motive finalement des organisations comme l'UQAM ou le CIS de BTB ou le Fonds de solidarité également à embarquer dans ce genre de projet-là? Pourquoi faire cette transformation numérique? Jonathan ou Francis? Je peux commencer. Donc, en fait, il y a clairement une vétusté des fois de technologie, des outils. On vit dans un monde où la technologie avance des fois plus rapidement qu'on peut penser. Donc, la vétusté, oui. Nous, dans le secteur public, on a aussi beaucoup de rééditions à faire à différents paliers gouvernementaux. Souvent, on nous demande de reproduire les mêmes données ou de manuellement saisir des données dans différentes plateformes. Donc, la technologie peut venir nous aider à optimiser, à générer des saisies, je vais dire, uniques pour être capable de générer nos indicateurs puis être capable de faire nos rééditions. Donc, c'est un des objectifs, entre autres, là, que l'on vise là, par l'implantation de technologies.
Excellent. Francis? Bien, nous, en termes de gestion de projet, là, tu sais, la société et notre domaine d'affaires est tellement complexe. Il y a extrêmement de données, de documents, d'intervenants, de parties prenantes. Puis ça devient juste impossible, dans le fond, de continuer à gérer les projets de façon traditionnelle. On a besoin d'avoir l'information rapidement, accessible un peu partout, d'avoir la bonne information. Ça peut être sur un chantier, un changement qui doit avoir lieu. Il faut s'assurer quand même qu'on respecte les paramètres de conception qui avaient été établis au début. Donc, il faut revenir. Puis les paramètres de conception qui ont été établis il y a peut-être 1 an, 2 ans là, avant la construction. Donc, il faut vraiment avoir accès rapidement aux documents, aux données. Donc, c'est juste en passant par les technologies là, qu'on y arrive finalement. Sinon, c'est impossible de réaliser les projets en fin de compte. Ça c'est devenu trop complexe, ça va trop vite, il faut réagir extrêmement rapidement. Je pense qu'il y a eu plusieurs panels aussi hier, puis aussi aujourd'hui où on parlait justement, c'est comme ça s'accélère. C'est comme faut y aller plus vite. Puis il y a quand même beaucoup de parties prenantes. Je pense que vous êtes tous concernés aussi par cette problématique-là. Fait que c'est sûr que le support technologique, ce que je comprends, c'est que c'est quand même plus un choix, c'est une obligation. Il faut faire transformation là pour les années. Parfait. Stéphanie? Bien, moi, je vous parlerais peut-être d'un cas vécu. Là. Quand je suis arrivée en immobilier, et dans la salle, là, c'est plein de monde en immobilier. Là. Attention à ce que tu vas dire. Et moi, ça fait 5 ans de ça. Là. On ne parle pas des années 80, là. On parle quand même de 2018. Je suis arrivée au fonds immobilier, puis j'ai dit, sont où mes tokens de banque? On m'a dit, de quoi tu parles? Je dis, bien, pour faire mes transferts électroniques bancaires, là, j'aimerais ça avoir mon Secure ID. Là, il était comme, de quoi tu parles? Je dis, bien, pour faire les paiements, vous faites comment pour faire des paiements? On fait de la construction, on gère des milliards, là, puis avec des partenaires, on fait des paiements. Comment on fait des paiements? On fait des chèques. Je suis comme, wow! On fait des chèques, OK. Fait que le premier choc. Deuxième choc, ils me disent, ah, Stéphanie, toi, tu es aux finances, tu es en charge du dossier vert. C'est quoi le dossier vert? Bien, il est ici. Fait que là, un classeur là, avec des dossiers, bon, pour ceux qui sont vieux comme moi, des duotangs, OK? Là, j'aime pas ça traduire mon âge, je teins mes cheveux, pas que ça paraisse. Mais là, je fais comme, hein, un duotang. Fait que là, d'un bord, tu avais 2 pins, puis là, on mettait les demandes d'autorisation au conseil d'administration. L'autre bord, puis là, ben, des fois, il y avait des augmentations de coûts, des investissements, fait que ça s'empilait, là, du côté gauche. Puis du côté droit, c'était les demandes de paiement. Bon, parfait, on est rendu à envoyer du cash dans le projet qui, ultimement, va payer l'entrepreneur qui, lui, va payer ses sous-traitants. Fait que des chèques, mais des demandes de paiement, initiales, tout papier Word, imprimé, demande 1, 2, 3, 4. Oh! Ah, Stéphanie, on est vraiment désolé, on a oublié d'imprimer la demande numéro 8, puis là, on a fait les négociations pour vendre le bâtiment, puis non, ben, on s'est trompé, il manquait un paiement. My God, OK, parfait. C'est quoi le budget informatique? Parce que là, on m'a dit que j'étais là pour faire de la transformation. OK, j'aimerais ça que quelqu'un essaie de deviner quel était mon budget informatique en 2018. Juste ordre de grandeur, là, OK? Et un guess dans la salle. Un guess. Un guess. Combien? J'ai un 10 000 à gauche. Un 10 000. Qui dit mieux? Qui dit mieux? 50 000? 100 000? On va peut-être s'arrêter. C'est assez déjà ou... Je ne sais pas. Je C'était combien mon budget? sais pas, dis-nous. C'était 40 000. Ah, on a un 50 000 gagnant ici. Là. Bravo. Bravo. C'était 40 000. C'est tabarnouche avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? On achète des iPhones. On remplace un ordinateur qui vient de lâcher, puis on n'a surtout pas 2 écrans. Là, on va se calmer. Fait que ça, c'était 2018. Et évidemment, on n'est pas resté là, là. On avait une transformation. Fait que je vous raconte cette histoire-là parce que ça a été un choc de mon arrivée en immobilier. Je pensais qu'on était tout seul à être comme ça, mais on a commencé le projet, on a fait tout ce qu'on a dit, tout ce que vous avez fait. En fait, on a fait un peu des deux, nous. Là, on a essayé de documenter nos processus en amont, mais finalement, on n'a pas eu le temps de tout faire, fait qu'on les a fait un peu au fur et à mesure en même temps. On gère des milliards là, quand même, là, fait que c'était correct qu'on n'ait pas investi jusqu'à maintenant. Mais il y a un moment donné où tu arrives à croiser des chemins, puis moi, je l'avais vu venir. Je n'avais pas vu venir la pandémie, là. Personne n'avait vu venir. Mais en 2020, on s'échangeait des caisses de chèques. Puis en plus, là,
Je ne sais pas si vous en rappelez, mais on avait peur qu'il y ait de la COVID sur le chèque. fait que là, tu sais, on s'échangeait des caisses, puis là, on restait dehors sur le perron parce qu'on était tous à la maison. Hein? Puis on signait des chèques à la mitaine, puis ça n'avait juste aucun bon sens. Donc, on est parti de là. Moi, avant, j'étais dans une PME. On a fait des acquisitions. On a fait 7 comptes de banques différentes en une seule institution financière. Fait que ça se fait pour les petits, ça se fait pour les grands. C'est ça mon message. Puis il ne faut pas s'arrêter à « Oh mon Dieu, mon budget, il y a moyen de mettre de l'argent sur le problème. Il y a moyen de se transformer. » On a transformé le fonds immobilier en collaboration avec les autres partenaires dans l'industrie. Puis 2020 a accéléré ça. Excellent. Merci pour le partage, Stéphanie. Puis on connaît ton budget maintenant de logiciel. Bien, il est pas mal plus élevé à ça. Ça m'intéresse, pareil. Et en passant, ce projet-là, les plusieurs phases, là, se terminent cette semaine. OK. On time, below budget. Oh, bravo. Ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Bravo. Je vois le temps qui file, puis je veux juste m'assurer qu'on finisse aussi, puis que tout le monde puisse repartir également avec peut-être des éléments clés de tout ce qu'on vient de discuter ici. Pour information, fait que tous nos panélistes aujourd'hui, on peut se retrouver dans vous avez le ID Lounge qui est juste de l'autre côté. On a des beaux couches blancs et bleus là, donc venez nous trouver de l'autre côté. Ça nous fait plaisir aussi d'échanger avec nous si jamais on n'a pas l'occasion de passer à travers toutes les questions. Donc pour finir, j'aurais envie de vous demander en fait à tous les trois s'il y avait 2 ou 3 points pour que les gens aient 2 ou 3 points clés finalement dans votre expérience dont les gens pourraient bénéficier ici, repartir à la maison en disant j'ai de quoi d'actionnable, j'ai de quoi que je suis capable de réaliser pour faciliter cette transformation numérique. Fait que on va y aller. Jonathan. Je peux commencer. En fait, effectivement, je dirais tout ce qui est planification, organisation en amont. On parle de budget, mais on parle des ressources aussi. Je pense que c'est important. La communication tout au long du processus, qu'on voit qu'il y ait des bons coups ou des moins bons coups. Je pense qu'il faut les communiquer. Il faut garder l'équipe in touch, si on veut, avec le projet, que les gens soient impliqués de A à Z. Et finalement, ça je l'avais dit d'entrée de jeu, cibler nos leaders, les gens qui peuvent avoir une influence positive dans le projet puis qui peuvent nous aider à le mener à terme. Excellent. Là, on retient beaucoup l'aspect communication, là. Communiquer les bons coups puis les moins bons coups aussi, puis comment ça va. Fait que merci pour le partage. De mon côté, je dirais faut vraiment s'attacher, traiter la transformation comme avec la gestion de changement, hein, les trucs classiques, là, avoir une vision, un plan de communication. Puis un point important, trouver l'incitatif que les gens vont trouver pour eux. Hein, le what's in it for me. Là, mais puis parfois, c'est difficile de le trouver avant l'implantation parce qu'on n'est pas capable de se projeter, évidemment, dans la tête des gens. Mais il faut laisser le temps aux gens dans l'implantation qui se l'approprient, puis ils vont trouver eux-mêmes les avantages personnels, les incitatifs pour eux-mêmes. Puis, donc, c'est ça, de laisser le temps lors de l'implantation, puis peut-être de le couvrir dans les leçons apprises, là, puis de revenir avec ça, puis de le partager. Il faut que les gens croient aux bénéfices aussi. Là. C'est sûr qu'il faut qu'on aille chercher les mêmes bénéfices. Puis, encore une fois, la communication aussi de ces éléments-là. Stéphanie, pour conclure. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais je pense que, mis à part le fait là, d'avoir les bonnes personnes dans les bonnes chaises, là, une gestion de proximité. Comme directeur, directrice de projet, d'être vraiment très, très proche de ceux qui sont en train d'implanter, qui vivent les problématiques d'implantation, parce que il va y en avoir. Ça va aller mal. Je ne veux pas être négative, là, mais ça va aller mal par moment dans le projet. Puis c'est important d'être proche des gens, écouter leurs doléances avec empathie, puis régler les problèmes. Donc, vraiment, c'est le genre de choses que je pense qui est parfois sous-estimé dans la gestion du changement, où on se dit, on ne sait pas comment faire ça, nous autres, de la gestion du changement. Là, ça devrait être quelqu'un, un consultant qui est là-dedans, mais les meilleures personnes, c'est les gestionnaires, c'est les employés, c'est les gens qui sont sur le terrain. Exact. Puis probablement la perception des gens a changé aussi par rapport aux nouvelles technologies. Si on n'entend plus maintenant, c'est que ça fait 25 ans qu'on fait ça de même, puis on va continuer pareil. Je pense que ça rentre quand même dans les usages maintenant de se tourner vers les technologies, mais il faut encore le travailler. Ça, je comprends par le. Oui, c'est ça. Il faut encore le travailler. Il faut encore le travailler, je pense. Ouais, les gens veulent la technologie, mais quand ça devient un petit peu tough, et le What's in it for me que Francis parlait, là,
ils ne le voient pas encore. Même si on a une vision puis on la communique, ils vont le voir, mais plus tard. Ça va venir, mais peut-être pas au moment où est-ce que ça va mal dans le projet. Parfait. Oui, je me tourne vers toi. Est-ce qu'on a un peu de temps pour des questions dans la salle? Oui, on peut, comme 5 minutes de questions. 5 minutes de questions. Est-ce qu'on a des questions pour Francis, Jonathan ou Stéphanie aujourd'hui? Donc, merci pour votre intervention, en fait, pour vos commentaires, puis d'avoir partagé votre expérience. Je me demandais, dans votre réalité, j'imagine que ce n'est pas le core business de vos entreprises de gérer des projets immobiliers. Comment vous avez été capable de vendre justement le changement d'une technologie quand pour l'organisation, vous êtes, mettons, un bébé pourcentage là, des opérations? Intéressante question. Dans notre cas, on a réussi à le vendre ça facilite beaucoup la production des rapports, la reddition de comptes, les tableaux de bord, les portefeuilles de projets, etc. Donc, c'était l'avantage. Il faut voir qu'est-ce que l'organisation en va en retirer. Puis je pense qu'il faut miser là-dessus. Peut-être je peux ajouter, dans notre cas, on commençait à être dépassé par la situation. Énormément de croissance. On fait des projets immobiliers en partenariat avec des gens de l'industrie, dont certains avaient déjà implanté le logiciel qu'on a fini par choisir, puis en date d'aujourd'hui, ça fait 11 ans qu'ils l'ont implanté. Fait que sur certains éléments, on est un petit peu en retard sur notre programme. Sur d'autres, on était meilleurs. Fait qu'on a capitalisé sur nos forces, puis on a dit, bon, ben là, c'est peut-être le temps. Et ça nous a permis d'inspirer d'autres. Donc, il y avait des choses qui avaient été automatisées chez nos partenaires, mais pas peut-être jusqu'aux banques. Venant de l'industrie bancaire, je dis, ben non, on va automatiser ça, pas juste l'autorisation, les paiements de construction, les appels de fonds, la gestion de l'actif, tous ces modules-là, on va dire non, on va aller jusqu'au bout, là. On va aller jusqu'à temps qu'on paye, puis qu'on va éliminer les chèques, puis on va gérer ces éléments-là qui sont aujourd'hui papier. Donc, cette vente-là était comme à l'interne nécessaire. Par contre, il a quand même fallu beaucoup de gens qui étaient très attachés à leur processus et à l'interne et chez des partenaires. Puis la COVID nous a aidés. Puis je pense qu'il y a quand même une recherche de manière générale, c'est d'efficience aussi dans les organisations. C'est sûr qu'on cherche toujours à améliorer les processus. Puis quand on parle, c'est peut-être pas le core business, mais on s'entend qu'il y a quand même un impact très fort au niveau des gens qui vivent dans ces bâtiments-là ou des citoyens quand on va parler des villes ou dans les organisations. Vous avez un impact réel sur la qualité de vie, la qualité de l'air, la qualité des installations, et puis la façon dont vous allez procéder aussi au niveau de la construction. Et merci beaucoup pour la question. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui. Bonjour, Richard Lapointe d'ISCAN. Ma question est de savoir vos processus de transformation, est-ce qu'ils sont seulement au niveau administratif ou ils ont aussi passé au niveau de la gestion des actifs par le BIM, par exemple, la numérisation des composantes des actifs et tous les projets de gestion, plans et devis, construction, mise à jour, maintenance et autres? Ils sont motivés. On a Jonathan et Francis, je pense qu'ils ont des réponses. Je peux commencer, puis en fait, probablement compléter. Oui, la gestion des actifs fait partie de notre quotidien. Au niveau universitaire, en fait, on travaille ensemble, les universités, à développer les processus de gestion des actifs. Au niveau du BIM, de plus en plus, ça prend de la place. Le grand défi du BIM, puis s'il y en a qui sont ici parmi nous, qui l'ont mis en pratique dans des projets de rénovation, ça, je pense que c'est un des défis auxquels on va faire face. Le BIM dans l'agrandissement, le BIM dans des nouvelles constructions, oui, je pense de plus en plus, ça prend de la place, mais au niveau des projets de rénovation, de réaménagement, ça demeure un défi selon moi. Mais ça me fera plaisir d'en discuter avec vous par la suite. Dans notre cas, c'est resté plutôt administratif, là, pour reprendre vos termes. Le BIM, on a une vision, on sait qu'on veut s'en aller vers là, surtout pour l'entretien puis le fonctionnement des bâtiments. Pour les projets, on est donneur d'ouvrage. J'ai un peu de difficulté à me positionner sur l'imposition d'un outil BIM ou d'une façon de fonctionner. Comme on disait, c'est pas notre core business. On est dans le réseau de la santé. Fait que j'ai un peu de difficulté là, puis aussi au niveau de nos ressources internes là, à mobiliser sur vraiment le BIM. Je pense qu'on a une vision, mais peut-être plus pour le moment sur le fonctionnement puis l'entretien des bâtiments puis le maintien d'actifs. Merci pour la question. Une dernière question.
Oui. Bonjour, Thierry Gauthier de chez Beam. Souvent, dans les projets de transformation numérique, on regarde l'optimisation, réduction des coûts, la gestion au niveau de la facilité pour les employés de faire plus et tout, mais souvent, la grande oubliée, c'est la donnée. Je me demandais s'il y avait quelqu'un dans vous qui avait eu cette notion-là dès le départ de valoriser la donnée parce qu'on implémente beaucoup de nouveaux logiciels, puis on réalise après qu'il n'y a rien qui se parle. Donc, je voulais savoir s'il y en a qui avaient pensé à ça dès le début. Tout de suite en partant. Parce que ça, c'est une erreur qu'on a faite dans une autre vie. Non, mais je fais des blagues, mais il faut apprendre de ces erreurs. Puis c'est un peu pour ça que ça m'a interpellée de venir ici aujourd'hui. C'est comme, faites pas ce que j'ai fait. Puis dans d'autres cas, ben faites ça, c'est bien. Quand j'étais dans le domaine bancaire, on avait des écrans verts, là. Puis des données, on en avait dans je ne sais pas combien de systèmes. C'était un spaghetti de système. Et j'ai travaillé dans une banque internationale, dans une banque canadienne, la même affaire. Plus c'est gros, plus tu as des spaghettis de système, plus les données ne se parlent pas. Puis quand arrivent des problématiques comme des crises, là, on en vit une, la crise du logement ici, là, mais à l'époque, en crise du crédit, crise de liquidité, les banques tombaient. La Société d'assurance dépôt voulait qu'on puisse fermer les guichets, fermer les sites web pour que les gens ne puissent pas sortir de cash puis faire ce qu'on appelle un run on the bank, là, vider les comptes de banque de partout. Puis il y avait tellement de bases de données que c'était l'enfer. Fait que quand je suis arrivée au fonds immobilier, c'est la première affaire que j'ai dit. Là, je comprends qu'il y a des données à l'investissement. Il y a des données en gestion d'actifs. Il y a des données en gestion immobilière. Ce n'est pas la même affaire que la gestion d'actifs. Il y a des données en comptabilité des projets. Il y a des données en comptabilité corporative. On parle du même projet avec aussi un nom commercial, un nom de communication, le nom de la rue. Ça n'avait juste aucun sens. Puis toutes ces données-là étaient dans soit des systèmes, soit du bon vieux Excel, soit du Access. Fait que là, il est tout à une place. C'est fantastique. Est-ce que je peux vous embaucher? Puis au kiosque numéro 16, on règle ce problème-là. Merci Thierry pour la question. Merci à tout le monde pour votre participation aujourd'hui, puis pour nous avoir écoutés. Merci à nos panélistes pour votre participation aujourd'hui. C'était vraiment le fun. Et puis encore une fois, merci à Batimatech pour l'organisation de l'événement.